Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sissi la Soso. Pour l'anecdote, j'ai déjà enregistré ce podcast hier et je me suis rendu compte en post-production qu'en fait j'ai enregistré 44 minutes de silence. Voilà, donc un tout petit peu dégoûté la Soso, mais il est 7h40, on est dimanche matin. Je ne lâche pas le morceau, le podcast sortira ce dimanche. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de mes années comme animatrice en village vacances. J'ai pratiqué cette profession entre mes 22 et mes 26 ans, soit l'équivalent de 7 saisons, soit 3 ans et demi plus ou moins. Comment j'arrive dans l'animation? Déjà, j'ai un tempérament qui va bien, je suis assez extravertie, j'aime bien faire rire le monde, j'aime bien partager, j'aime les gens, ça c'est super important. En plus de ça, j'ai ma marraine qui a travaillé plusieurs années au Club Med. Alors, elle n'était pas animatrice, mais elle faisait tous les spectacles. Et puis, j'ai eu la chance tout simplement d'être vacancière en village vacances sur plusieurs clubs marmarins. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a attirée, l'accueil client, etc. Donc, je suis assez facilement partie là-dessus. Alors, il faut savoir aujourd'hui que quasiment 100% des animateurs que vous voyez pendant vos vacances sont formés. On n'est pas jeté comme ça sur un village vacances sans rien. Moi, je suis partie à Grand Sud Formation à Toulouse. Pendant 6 mois, ce qui est extraordinaire, c'est que je pars de Metz où l'hiver à 21h, il ne se passe plus rien et j'arrive dans la grande ville rose et c'est incroyable pour moi parce que ça bouge à mort, c'est super étudiant et c'est vraiment clairement une nouvelle vie. On est une classe d'une douzaine de personnes, il me semble. Je suis désolée, en plus, j'ai la voix un petit peu enrouée et en fait, pendant 6 mois, on va apprendre à donner des cours de step, à danser les danses de salon, à faire des jeux apéros, on a un petit peu d'impro, théâtrale. Donc c'est un petit peu la Starac, comme m'avait dit mon père à l'époque, mais vraiment c'est ça et ces 6 mois sont ponctués de 2 stages. Le premier, je le fais à Pont-Royal, dans le sud de la France, à Pierre-et-Vacances. Sauf que je le fais au mois de décembre et bien que ce soit un très beau village vacances, il y avait personne. Il y avait extrêmement peu de clients, donc c'était un petit peu mort. Ils mettent tout le temps les stagiaires au club enfant. On s'est vite rendu compte que moi, c'était pas mon truc. Sans grande surprise, vous allez me dire. Et le deuxième stage que j'ai fait, là, beaucoup plus fun, c'était aux Canaries, à Tenerife. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose ou pas, au vu de l'épisode précédent. Et là, par contre, grosse révélation parce que super équipe. On est sur un pays espagnol, enfin, un pays qui unit l'espagnol. Donc moi, forcément, avec la langue, j'arrive vite à m'acclimater. Et puis pareil, ils ont essayé le club enfant, ça a duré une demi-journée. On m'a mis chez les adultes et là, gros crush. Ça le fait vraiment et c'est vraiment la jolie révélation. À la fin de cette formation, je suis prête et je suis partie pour les saisons. J'ai bossé sur toutes mes saisons avec l'entreprise Touristra Vacances et pas Touriste à Vacances. On l'a eu beaucoup cette vanne. En fait, c'est anciennement Tourisme et Travail et qui est devenu Touristra Vacances et qui n'était plus du tout syndicalisé ou politisé. Alors, je vais pas vous expliquer une saison après l'autre ce qui s'est passé, ce qui était bien ou moins bien, etc. parce que ça va être chiant. Je vais directement passer au super côté de l'animation et au moins bon et après des petites anecdotes un peu rigolotes parce que je sais que ça, vous aimez bien. Alors, dans les bons côtés, forcément, quand on part en animation village vacances, on le fait au départ pour pouvoir voyager et c'est tout à fait légitime. La première chose qu'on nous dit à l'école, c'est: «Attention, ce n'est pas la destination qui fait la saison, c'est l'équipe» et vous verrez par la suite que c'est une phrase qui est tellement vraie et qui a tellement de sens. Niveau destination, alors de mes collègues d'école, j'ai pas été forcément la plus chanceuse, mais en discutant avec les autres après, j'ai quand même eu des super saisons, même si j'ai pas eu les plus belles destinations. J'ai travaillé 2 ans à Chamonix et j'ai réellement aimé Chamonix et les Chamoniards. J'ai travaillé à Ballaruc-les-Bains. Particularité de Ballaruc, c'est qu'on est sur, une station de curistes. Donc c'est-à-dire que les gens, ils restent 3 semaines en basse et haute saison, pour faire, des cures et après l'été, on est sur, une clientèle standard de famille. J'ai fait aussi la très belle station de Ramatuelle dans le sud. J'ai fait le Mont d'Or en Auvergne. Alors là, je vous avoue que je me suis demandé si on m'avait punie, si j'avais fait quelque chose de mal. Mais bon, la saison était quand même sympa. J'ai fait des avant-saisons, j'ai fait des après-saisons, j'ai fait notamment l'Andalousie où j'en revenais à mon amour espagnol. Donc j'ai eu la chance de faire quand même, pas mal de jolies choses. J'ai aussi et surtout, pour moi, c'est le point super important sur, mes années d'animation, j'ai eu la chance de faire des choses que je n'aurais pas eu l'occasion de faire autrement. Mais c'est plus des choses sur moi, c'est-à-dire qu'on a la chance d'apprendre à se connaître,
beaucoup plus que dans la vie lambda et de connaître les autres par la même occasion. Je m'explique. Moi, je suis arrivée, en animatrice en disant: «Je ne chante pas». Le théâtre, OK, il y a aucun souci, j'adore ça depuis que je suis toute petite. La danse, j'en ai fait un petit peu, j'ai fait un petit peu de classique et du hip-hop. Par contre, la chanson, c'est mort, mais vraiment. Et déjà sur mon deuxième stage, à l'école, on m'avait dit: «Ton challenge, ce sera de chanter au moins une chanson». Et je suis une femme de challenge. Donc j'y suis allée, mais ça a été un carnage. Enfin, c'est-à-dire que j'avais un stage de 1 mois, on m'a dit ça dès le départ. Donc pendant 1 mois, j'ai saoulé le technicien son et lumière pour répéter, répéter et répéter, la chanson. Je voulais chanter absolument, je ne sais pas pourquoi, Le Café des délices de Patrick Bruel et en fait, je n'ai jamais réussi à la chanter. Donc au dernier moment, j'avais switché avec la chanson. Alors je ne sais plus le nom de l'artiste, mais c'était, Mon cœur, mon amour? Qui en fait est une chanson rigolote. Donc même si tu te plantes, tu peux pas vraiment te planter et ça s'était très bien passé, les gens avaient été super gentils, donc ça allait et donc quand je suis arrivée à ma première saison qui était Bal à Ruque-les-Bains, ma responsable d'animation m'a dit: «Bah, tu chantes?» et j'ai dit: «Non, je ne chante pas». Elle me dit: «Bah, vas-y, fredonne un tout petit peu que je puisse voir, vite fait» et donc je connaissais par cœur le Café des délices, donc je lui chante ça, mais genre un petit couplet. Elle me dit: «OK, c'est bon, tu chantes» et en fait, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix que de chanter. Sauf que quand je maîtrise pas du tout quelque chose, je suis un bourreau de travail. Donc le premier spectacle qu'on avait à présenter, parce que forcément on fait en fonction de la clientèle qu'on a et donc c'est Balaruc-les-Bains avec les petits vieux. C'était un spectacle 100 Dalida et je devais chanter toute seule sur scène. Donc il faut savoir que sur ce village vacances, on a entre 300 et 400 vacanciers et que les petits vieux, le spectacle, c'est le moment de la journée pour eux. Ils sont là, il y en a pas un qui n'est pas là ou alors il y en a juste un. Mais pour moi, un max de pression. Donc je pense que j'ai répété, sans rire, je pense que j'ai répété plus de 5 heures cette chanson qui doit faire moins de 3 minutes et le jour arrive et je suis sur scène avec mon micro, j'ai mon costume et là la musique part et j'ai fait 3 minutes de na 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 na. En fait, je n'ai pas un seul mot qui est sorti de ma bouche. J'ai fait que du nanana pendant 3 minutes. Et ce qui est extraordinaire et que j'ai compris à ce moment-là, c'est que j'ai une dame qui est venue me voir à la fin du spectacle et qui m'a dit: «Oh, Sophie, je voulais vous dire, c'est le plus beau nanana que j'ai jamais entendu». En fait, la chance que j'ai, c'est que j'avais un capital sympathie tellement bon sur la journée que même si je me plantais le soir comme une grosse merde, parce que c'est littéralement ce qui s'était passé, et bah, c'était pas grave. Parce que les gens m'appréciaient tellement que finalement, ça passait crème s'il y avait un couac. Après, il faut se dire qu'on n'est pas chanteur professionnel, on n'est pas, danseur ni, comédien professionnel et que du coup les gens, sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on pourrait penser. Et par la suite, bah, du coup, j'ai chanté sur tous les spectacles de toutes mes saisons et j'ai pris du plaisir. Les cordes vocales, c'est un muscle et en fait, plus on s'entraîne et plus il sort quelque chose de sympa et à la fin, je pense que je chantais pas trop mal. Mais ça a été, long et presque périlleux. Autre chose qui est assez fou, c'est, la capacité à apprendre et bah, c'est comme les cordes vocales, le cerveau, c'est un muscle et plus on l'utilise et plus il fonctionne et j'ai une rêve qui est restée dans ma tête assez longtemps. Il y a une saison où j'ai fait une avant-saison à Ballaruc-les-Bains. J'ai fait une saison entière à Chamonix et j'ai fait une arrière-saison en Andalousie pour aller aider l'équipe sur place en renfort. Donc c'est-à-dire que j'ai dû apprendre plus de 14 spectacles sur, une seule saison, l'équivalent d'une seule saison. Et en fait, je me rappelle très bien que les chansons, en 10 minutes, je les apprenais à la fin. Parce que j'ai eu tellement l'habitude d'apprendre et je me suis tellement entraînée à apprendre que j'ai assimilé, mais ultra vite. Et pareil pour les chorés, je me rappelle que j'arrive en Andalousie et que l'équipe est au bout de son slip, hein, ça fait 6 mois, ils sont épuisés et ils doivent réapprendre les chorégraphies à quelqu'un qui arrive. Et moi, mine de rien, je me suis déjà tapé 5 mois de saison aussi. Il faut que je réapprenne des choses. Et quand on répète en village vacances, ce n'est pas devant les gens. Donc c'est soit après la discothèque, donc il est 1 heure, 2 heures du matin, soit entre midi et 2. Et je me rappelle qu'il m'avait montré 2 fois une chorégraphie et j'avais dit: «Bah, OK, c'est bon» et il m'avait dit: «Non mais Sophie, on te l'a montré 2 fois» et j'avais dit: «Non mais vraiment, je pense que c'est bon» et j'avais refait la choré, à l'identique. Mais parce que, pas parce que je suis surhumaine, mais parce que j'ai tellement appris qu'à la fin, c'était vraiment ultra, ultra rapide. Même les pièces de théâtre, hein, on les apprenait très, très rapidement.
Autre point ultra positif des villages vacances, j'ai rencontré des gens que je n'aurais certainement jamais rencontrés, dans la vraie vie. Alors c'est aussi bien des intervenants, puisque moi j'ai beaucoup travaillé en France et on avait des gens qui venaient en échange, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais par exemple, on avait des humoristes qui venaient, ils faisaient leur spectacle dans la semaine et en échange, ils avaient une semaine de vacances gratuites. Et on a eu ça avec, des humoristes, avec des groupes de musique, on avait des semaines santé, donc on a eu des gens qui faisaient du reiki, on avait des sophrologues, on a eu, je me rappelle, on a eu des frangins qui faisaient du hip-hop qui étaient très, très bons, mais qui étaient partis, faire des représentations à New York et cetera. Donc qui vraiment étaient, déjà humainement ultra sympas et puis quand même des pointures et qui faisaient des ateliers à nos ados pendant les vacances d'été et j'avais la chance sur Ballaruc, encore une fois, de, m'occuper des intervenants donc j'interagissais, oui, ça se dit, encore plus avec eux et ça, c'est vraiment une richesse que j'en ai tirée. Pareil, il y avait aussi un réalisateur de films. Alors, c'était pas forcément, les plus grandes pointures de l'Est, mais c'est des gens alors, il y a des humoristes qui vraiment aujourd'hui, pèsent et après des gens qui faisaient des choses ultra intéressantes, qui étaient peut-être plus discrètes, mais qui avaient quand même ouais, qui faisaient vraiment des très, très belles choses. Le staff aussi forcément, on crée des amitiés. En plus, il faut savoir, on se fout souvent de la tronche des gens qui sortent des téléréalités et qui disent: «Non mais d'abord, c'était une aventure humaine. Tous les sentiments sont décuplés», mais en fait, c'est vrai. Il faut se dire alors surtout à l'étranger je trouve, souvent l'équipe elle est composée de 5-6 personnes, pas plus et on est les seuls à parler français et on est tout le temps ensemble. On mange ensemble, on dort ensemble, on travaille ensemble, on fait nos journées off ensemble. C'est un huis clos. Donc oui, tout est exacerbé, les sentiments, tu aimes, tu n'aimes pas, t c'est tout est blanc, tout est noir, il y a pas de nuance, ça n'existe pas. Tu n'as aucun recul sur quoi que ce soit. Donc tu lis, très, très vite amitié. Tu vas très vite dans des conversations qui sont très profondes parce qu'en plus, au départ, tu arrives, les gens, tu les connais pas. C'est beaucoup plus simple de se confier à des gens, qui n'ont pas de recul sur ta situation, en fait, que sur des personnes que tu connais très bien, qui sont tes amis dans la vraie vie. Donc j'ai eu la chance et pourtant on m'avait dit, une personne pas très gentille m'avait dit: «Tu verras, tu te feras jamais d'amis en animation». Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très dans l'humain et très là-dedans. Et si grognasse, je me suis fait des vrais amis. J'ai ma copine Letty de Chamonix, même si on est un peu moins en relation aujourd'hui, mais qui est une amie, exceptionnelle. J'ai eu des binômes garçons, au top aussi, enfin, je vais pas citer tout le monde, mais vraiment j'ai eu des très belles relations, Maxime, que j'ai vu encore l'année dernière. Enfin voilà, il se passe vraiment des belles choses sur les villages vacances et ça peut être des vraies amitiés qui perdurent par la suite. Un autre point important, parce que ça, c'est une question que les gens se posent, c'est l'argent. Alors, l'argent en village vacances, on est en fait logé, nourri, blanchi, mais on a une vraie fiche de paye où ces choses-là sont mises dessus. Puisque sinon, c'est considéré comme de l'avantage en nature et aujourd'hui, c'est interdit par la loi française. Donc, ce qu'on a par contre quand même à la fin de la fiche de paie, c'est ce qu'on reçoit net dans la poche. Moi, à mon époque, alors je pense que ça a un petit peu évolué parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué en termes de droits, d'obligations et cetera. Moi, je touchais l'équivalent plus ou moins, il me semble, de 1 000 € par mois. Mais bon, c'était, finalement de l'argent de poche, quoi. Alors, je n'ai jamais connu un saisonnier riche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettaient certainement un petit peu de côté, mais j'ai jamais connu quelqu'un, qui sortait de là et qui pouvait s'acheter une maison. Je pense qu'on a tous très mal géré notre argent, ce qui est assez fou quand on y pense. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans et que je me dis: «Ouais, si j'avais 1 000 € net qui me tombaient dans la poche comme ça, ce serait plutôt sympa». Et en fait, on déglingue notre argent parce que dès qu'on est en off, on se barre du village vacances et on va faire des super restos en général, on va boire des verres, on va faire la fête, dans des endroits qui sont des fois chers, hein. Quand, j'habite à Ramatuelle je peux vous dire que les bars de plage ne sont pas donnés et en fait, c'est ça, on profite un maximum. Je pense qu'on se rend puis on est jeune, on se rend pas bien compte du fait qu'il faudrait épargner et pour ceux qui arrivent à épargner, moi j'ai réussi un petit peu, mais je claquais tout en voyage à la fin de mes saisons. Voilà. Donc non, ça c'est sympa parce qu'il y a pas de questions à se poser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire qu'on a des factures à payer ni quoi que ce soit. Mais derrière, je vous dis, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un devenir riche du tout. Mais ça fait partie des saisonniers.
On est des poches percées, je crois qu'ils disaient ça, les papis mamies. On est des poches percées, mais par contre, on kiffe notre vie. Voilà, on a l'occasion moi, je suis quand même partie 1 mois en Thaïlande, ne nous enflammons pas, et 1 mois en Thaïlande, aujourd'hui, je n'aurais plus les moyens de le faire, ne serait-ce qu'avoir, 4 semaines, 5 semaines, de suite comme ça, et j'ai fait vraiment un très, très beau voyage. Ça, c'était vraiment toute la partie bon côté, de l'animation. J'ai certainement oublié plein de choses, mais je suis déjà à 15 minutes 28 là tout de suite. Si je veux pas que ça dure 3 heures, je dois faire des coupes quand même. Dans les mauvais côtés, parce qu'il y en a quand même plusieurs que j'ai listés, le premier, ça va être le décalage avec l'extérieur. C'est-à-dire que, on est vraiment en huis clos, encore une fois, et on sait pas ce qui se passe à l'extérieur. En fait, c'est pas qu'on sait pas ce qui se passe, c'est qu'on ne s'y intéresse pas, donc que ce soit, les informations, que ce soit même la musique et cetera, on a un vrai décalage. Les séries, j'en parle même pas. Alors mes premières saisons, j'avais même pas la télé dans la chambre, mais de toute manière, clairement, quand on est dans l'animation, on n'a pas le temps. On faut se dire qu'on est les premiers levés, on est les derniers couchés, et du coup, moi, je prenais même pas de pause dans ma journée. Je sais qu'il y a des gens qui faisaient des siestes. Moi, je n'en faisais pas, et j'étais vraiment en fait, on est dans une bulle, vraiment dans une bulle, et au point où même on donne pas trop, en général, de nouvelles à nos proches. Alors au début, on essaye, et arrivé à un moment, on est tellement, emportés dans ce tourbillon qui est les saisons, parce que c'est assez, intense. Je pense que le bon terme, moi, c'est vraiment intense, que, c'est pas qu'on pense pas aux gens, c'est que, en fait, si, c'est qu'on je suis désolée, mais si, c'est qu'on n'y pense pas. En fait, on n'a pas le temps, on est tout le temps stimulé, et il y a pas de temps mort, il y a pas, en fait, il faudrait se dire: «Eh bah, tous les dimanches matins à telle heure, j'appelle». Mais en fait, tous les dimanches matins, il se passe une nouvelle chose à cette heure-là, et du coup, tu as vite fait de switcher à autre chose. L'autre côté, c'est qu'aussi quand on sort de saison et qu'on rentre à la maison, nous, on a envie de parler de tout ce qui s'est passé, parce que dans notre tête, il s'est passé des choses incroyables. Et sauf que tu te rends compte que, les gens t'ont pas attendu chez toi. Ils ont aussi une vie. Et en fait, en général, ils s'en tamponnent de tes saisons. Parce que déjà, ils en font pas et ils comprennent pas ce que tu leur dis. Et puis surtout, eux, ils ont aussi envie de te raconter ce qui s'est passé quand tu n'étais pas là. Donc, il y a un vrai gros décalage, par rapport à ça. Autre point négatif, alors là, pour le coup, ça m'est propre. Je ne sais pas, j'ai jamais échangé là-dessus avec d'autres personnes, parce que je me suis un peu focalisée sur moi pour une fois. J'ai eu un vrai problème avec mon rapport à la nourriture. C'est-à-dire que quand tu es animateur, tu manges aussi avec les vacanciers. Sauf que, comme je l'expliquais il y a à peu près 30 secondes, moi, je ne prenais pas de pause dans ma journée. C'est-à-dire que j'enchaînais avec les vacanciers toute la journée. Même quand tu es en off, si tu es sur le village vacances, tu ne peux pas les éviter. Et les gens, tu peux pas leur dire: «Je vous parle pas, je travaille pas aujourd'hui, d'accord?» Ils comprendraient pas, et puis c'est pas très sympa en plus. Du coup, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicité. Mais vraiment tout le temps, on s'en rend peut-être pas compte, et du coup, le fait de manger avec eux, pour moi, c'est devenu vraiment compliqué, parce que pour moi, le repas, c'est le moment où justement on souffle un petit peu, et voilà, on prend un peu de temps pour nous. Sauf que clairement, quand tu es à table avec eux, tu ne peux pas prendre ce moment-là, puisque les gens ont des questions. Donc tu mâches, tu réponds. La question que j'avais tout le temps qui me faisait péter un plomb, c'était: «Mais sinon, tu fais quoi dans la vie?» «Je suis animatrice». «Non, non, mais dans la vraie vie, tu fais quoi?» «Je suis animatrice». En fait, moi, je faisais de l'animation 11 mois sur 12. C'est l'équivalent d'un CDI aujourd'hui avec les 5 semaines de congés payés, donc c'était vraiment mon taf, quoi. «Non, mais ton métier», mais genre les gens me le répétaient 4 fois de suite, et après je disais: «Je suis animatrice, c'est mon métier, j'ai fait des études pour ça». Et en général, la question qui suivait derrière, qui était extraordinaire, c'était: «Mais tes parents, ils en pensent quoi?» Genre j'étais, une grosse merde. Voilà, ça m'a fait, au début, je le prenais très mal, et après ça me faisait rire, et puis je rebondissais là-dessus en général. Mais bref, on parlait de la nourriture. Donc très vite, j'ai très, très peu mangé, parce que je voulais pas rester longtemps avec eux pour pouvoir me poser juste derrière, au bar, voilà, juste face à la mer, et qu'on me fiche la paix. Face à la mer, c'est face à l'étang de Thau, notamment Ballaruc, parce que c'est l'image que j'ai, et donc je mangeais très rapidement. En fait, je venais avec mon assiette qui était déjà prête. «Bonjour, je peux manger avec vous?» «Oui, merci». Les gens me posaient des questions, j'essayais d'en mettre un max dans la bouche. Je finissais de mâcher, je répondais, et je disais: merci beaucoup, hein, mais il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'aille répéter les spectacles», et je partais. Du coup, je m'alimentais, très peu, parce que je prenais pas le temps de manger, et très vite, ça a posé souci. Donc j'ai demandé, sur ma première saison, à être dispensée de manger avec les vacanciers. J'ai eu de la chance de travailler avec des gens qui étaient intelligents. Mon directeur patron
Et ma responsable d'anime m'ont dit: «OK, on voit bien qu'il y a un souci, donc pas de problème». Peut-être un peu plus compliqué à expliquer aux autres gens de l'animation qui, eux, devaient manger avec les vacanciers, mais il en allait, de ma santé presque. Donc ça, c'était sur mes premières saisons. Chamonix, je me rappelle qu'un été, je me suis quasiment nourrie, tous les midis de pain avec de la mayonnaise et du ketchup. En fait, je rentrais au restaurant avant les clients, avant que ça ouvre. J'allais me faire un petit sandwich, mais avec alors, quand il y avait des saucisses barbecue, là, OK, je me faisais un vrai sandwich. Mais sinon, je prenais vraiment que du pain, de la baguette, avec de la mayonnaise et du ketchup, bam, et je mangeais ça et c'était parti pour, l'après-midi entier, quoi. Donc comment vous dire que j'ai dû me défoncer l'estomac, et que peut-être mes intolérances alimentaires que j'ai aujourd'hui, viennent de quelque part, hein. Mais pas bon du tout, et j'ai investi sur ma dernière saison d'animation à Ramatuelle sur une machine à croque-monsieur, et j'ai donc mangé des croque-monsieur, les midis et tous les soirs pendant, je pense, facilement 4 à 5 mois. Alors ça m'a nourrie, hein, donc merci beaucoup. Ça reste un peu de viande, du fromage et des fibres. Pas trop de légumes, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai vraiment eu un vrai souci par rapport à ça. En plus, il faut savoir que sur l'hiver, les menus du resto, ça tourne sur une semaine. L'été, sur 2 semaines parce que les vacanciers restent plus longtemps et que très vite, en plus, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus de manger la même chose. Alors, je sais bien que chez nous, on mange pourtant la même chose aussi, mais là, ça prenait vraiment une ampleur, je ne supportais plus, en fait, la nourriture. Par contre, dès que j'étais en off, là, j'allais déglinguer les restos, quoi. Il était hors de question que je mange sur le village vacances déjà, et je pense que j'ai beaucoup, beaucoup d'argent qui passait sur la restauration. Ce qui est couplé avec la nourriture et là qui n'est malheureusement pas propre qu'à ma personne, quand tu es animatrice vacances, eh ben, tu bois. Et j'en ai pas pris conscience tout de suite. J'ai eu un déclic quand j'ai fait ma visite médicale. D'ailleurs, j'en ai fait qu'une, je sais pas si c'est très légal. J'ai dû la faire au bout d'1 mois à peu près de saison à Ballaruc-les-Bains. On a le gros camion qui vient sur le parking. Je monte dedans, je parle avec le médecin qui me pose plein de questions, et en vient la question de l'alcool, et il me dit: «Votre consommation d'alcool?» Et moi, tout naturellement, je dis: «Bah non, normal, rien de particulier». Et il insiste pas, il me dit: «OK, d'accord», et je descends de là, et en descendant, je me dis: «Mais en fait, je lui ai menti». Mais je lui ai menti complètement inconsciemment. C'est parce que ça faisait 1 mois que j'étais là-dedans et que moi, avant ça, ma consommation d'alcool, elle était loin d'être excessive, quoi. Je faisais la fête avec mes copines le week-end, et voilà, ça se limitait à ça. Et en fait, quand tu es animateur, encore une fois, tu as un gros capital sympathie et les gens ont tendance à t'inviter à prendre l'apéro. Donc quand tu arrives, tu fais ton jeu apéro. En général, on dit: «Hey, vas-y Sophie, je te paye un verre». Oui, d'accord, sauf que tu n'as pas qu'un seul client, donc très souvent tu as 1, 2, voire 3 verres, et tu as la même chose après les spectacles. Parce que les gens sont un peu dans l'euphorie du spectacle et ils disent: «Waouh, c'était vachement bien, la chanson elle était bien» ou «La pièce de théâtre elle était incroyable. Vas-y, je t'offre un verre», et là tu repars sur 1, 2 ou 3 verres. Donc tu es très vite à 5 verres, voire 6 verres, journaliers, ce qui est énorme, pardon, et ce qui est clairement de l'alcoolisme puisque ça se passe comme ça tous les jours. Voilà, et quand tu es en off, en général, tu vas faire la fête. Donc il y a un vrai rapport à l'alcool qui s'installe, un vrai mauvais rapport à l'alcool qui s'installe. Alors évidemment, personne ne nous oblige à boire, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a le côté festif, qui est là, et encore une fois, je ne sais pas si j'ai déjà vu un animateur qui ne buvait pas d'alcool. Alors après, j'ai peut-être pas fait attention non plus, mais voilà, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et troisième petit point là-dessus, ce serait sur, la drogue, puisque nous sommes dans la vraie vie et que ces choses-là existent aussi. J'ai vu des choses rigolotes, j'ai vu des choses très, très tristes. J'aurais aimé faire un podcast sur la drogue, mais je pense qu'il va être super clivant, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, voilà, forcément, ça circule un petit peu et un peu de toutes les sortes. Il faut savoir qu'en France, on est aussi avec, toute la partie restauration et qu'ils ont un rythme qui est très dur et que dans la restauration, souvent, la drogue existe. Voilà, on va, arrêter ce sujet-là. Je vais continuer avec la fatigue parce que premier lever, dernier coucher, on dort en moyenne, enfin moi je dormais en moyenne je pense, allez 6 heures par nuit. Alors ça peut paraître beaucoup pour des gens, moi je suis une grosse dormeuse, et les 6 heures, tu tombes tu tombes de fatigue parce que les journées sont denses, tu fais énormément de sport, tu apprends énormément de choses. Moi, j'ai souvenir m'endormir sur des planchers de salle de spectacle pendant les répétitions tellement tu n'en peux plus. Parce que oui, quand tu dors les 6 heures, c'est en milieu de saison et fin de saison, quand tu as déjà appris tous tes spectacles.
Mais les premiers mois où tu dois les apprendre et où tu répètes jusqu'à 3 heures, voire 4 heures du matin des fois, tu fais pas du tout ce nombre d'heures-là. Donc ça a été, quelque chose vraiment d'assez fort, la gestion de la fatigue. J'ai souvenir de m'être endormie en Andalousie en faisant un cours de stretching après les abdos fessiers, où on fait des étirements et je sais que me suis endormie sur le tapis parce que ce qui m'a réveillée, c'est une cliente qui m'a dit, «On change de position?» Donc je pense que ça faisait 30 secondes que je m'étais endormie sur le tapis dans une position pour étirer le dos. J'ai un copain qui s'est endormi au Rumicube avec des papis-mamies en Andalousie aussi. Alors l'Andalousie, c'était particulier, on était, particulièrement fatigués. Je me rappelle qu'on était avec le technicien son et lumière on était au Red Bull de 8 heures du matin jusqu'à 23 heures. Ce qui est absolument, mauvais, hein, pour le corps. À la fin, c'est les nerfs qui tiennent, c'est pas autre chose. Je sentais que je tremblais et cetera. Mais vraiment, c'était un bon gros carnage aussi, hein. Donc je peux vous dire que vous sortez de saison, le corps, est en miettes. Moi, je perdais en moyenne 10 kilos par saison, à savoir que je suis quand même pas énorme au départ. J'ai une photo en tête où, j'ai les bras, ils paraissent super longs. En fait, les bras n'ont pas poussé, mais c'est juste que je suis tellement maigre qu'on a l'impression que je suis un singe, vous savez, avec les bras qui traînent comme ça. Alors par contre, j'ai un ventre extra plat, des abdos, mais je n'ai pas de fesses, plus de seins. Franchement, je ressemblais à rien à la fin de mes saisons. On va enchaîner avec, la plus grosse découverte que je vais faire et la plus grosse découverte négative, c'est que les gens sont pas tous très, très gentils, hein. Moi, j'ai toujours été super préservée. J'ai un cercle d'amis que j'ai depuis que je suis, toute jeune, où vraiment il y a jamais eu de coups foireux, quoi. Moi, je connais pas ça, c'est ultra bienveillant et là, je débarque, dans un monde, normal. C'est juste moi qui étais vraiment très naïve là-dessus et je me rends compte que tout le monde, tout le monde n'est pas super gentil. Alors ça va être aussi bien, du côté des hommes, parce que forcément en 3 ans et demi de saison, j'ai fait des rencontres aussi et des rencontres amoureuses. Donc je me fais tromper pour les premières fois et niveau humain, standard, on va dire, sans les relations amoureuses, juste relations tout court, bah ouais, il y a des gens qui sont pas gentils et moi j'ai pris sur ma dernière saison d'animation et c'est pour ça que c'était la dernière, j'ai pris extrêmement cher par le biais d'une personne. En plus, à savoir que alors autant jeune fille au pair, je disais j'avais pas été très réglo, j'avais pas été très bonne jeune fille au pair, autant je pense que j'étais une très bonne animatrice village vacances. C'est pas un manque d'humilité, c'est juste que, en tout cas du côté des vacanciers, j'ai tout le temps eu des super retours, j'ai toujours eu un super rapport. Je pense que sur les spectacles, j'étais pas trop mauvaise non plus. Enfin vraiment, je me suis donnée, après moi je suis une passionnée, donc quand je donne et je me suis donnée vraiment à 100 sur tout ce que j'ai fait en animation. Je prenais très peu de pauses. Alors c'est pas des choses qu'on me demandait, hein, je le faisais naturellement et un jour on m'a dit et cette phrase résonne encore en moi parce qu'elle a été très dure à entendre. On m'a dit: «Professionnellement, je n'ai strictement rien à te reprocher, tu es parfaite. Par contre humainement, ça va pas du tout» et ça, je peux vous dire que c'est une phrase qui peut détruire quelqu'un parce que, alors je vais le dire aujourd'hui à 36 ans, en fait, quand on vous demande pas votre avis, ne le donnez pas. Ce que tu penses, ça te regarde, ça me regarde pas moi, ça te regarde toi, donc arrêtez de donner votre avis. Cette personne-là n'avait strictement rien à me dire. À quel moment elle se permet de juger ma personne? Qu'elle juge mon travail, c'est normal, c'était ma responsable et c'est son boulot et il y a aucun souci là-dessus et je réponds de ça. Par contre, qu'on vienne, juger ma personne et ben là, je suis pas d'accord. Sauf que, j'étais pas consciente de ça, quand j'avais 25 ans. Voilà, le problème est là et le problème surtout, c'est que comme quoi on n'apprend pas de nos bêtises. Exactement même chose que quand j'étais jeune fille au pair, je n'ai rien dit. Bah non, j'ai fait semblant que tout allait bien, que wouh, la saison elle était incroyable. Mais j'en étais arrivée à un stade où je faisais presque une phobie sociale, c'est-à-dire que j'étais dans ma chambre, je pleurais avant d'aller faire mes jeux apéro parce que du coup là, j'ai commencé à apprendre à m'isoler un petit peu. Donc je mangeais mes croque-monsieur dans ma chambre, je pleurais parce que je voulais plus ressortir de ma chambre et puis à un moment donné, personne ne voulait reprendre mes jeux, donc il fallait quand même que je sorte. Et une fois que j'étais par contre avec les gens, tout se passait très bien. Mes jeux se passaient très bien, les gens étaient contents et moi je me sentais bien. Parce qu'encore une fois, j'étais bonne dans ce que je faisais. Mais par contre, j'ai perdu toute confiance, j'avais peur, une phobie sociale. Et ça a été très compliqué. Il faut savoir en plus que sur les villages vacances France, on est mélangé donc avec la restauration, la réception, et cetera. Et sur les vacances d'été, où au départ on est 20, on monte facile à 50-60 parce qu'il y a beaucoup plus de monde.
Il y a des enfants en plus, donc le club enfant, il est x4. Il y a plus de sport et cetera et donc forcément, c'est pas comme les saisons où tu es, juste à une petite quinzaine et où c'est un seul groupe et ça se passe très bien. Forcément, quand tu montes à 50-60, tu as des sous-groupes et là, par contre, hem et bah, c'est l'enfer parce que, il y a des blablas, des machins, des trucs. Alors en plus, savoir que moi, j'ai un rapport à l'homme, faudrait que je fasse un podcast là-dessus. J'ai été élevée par un garçon, j'ai confiance dans les hommes beaucoup plus qu'en les femmes. C'est factuel, c'est comme ça. Du coup, je crée du lien facilement avec les hommes, sauf que, c'est super mal perçu parce que, je sais qu'une fois on m'avait dit, «Ouais, mais en plus tu couches avec tous les mecs» et je leur avais dit: «Bon et à un moment donné, prévenez-moi quand je couche avec les mecs, au moins que je couche vraiment avec et comme ça je tire un bénéfice au moins de la réputation, quoi». Parce que c'était juste pas vrai du tout et je sais que j'ai mal vécu ce côté, commérage, cancan. C'était pas sain du tout et moi je découvrais complètement ça parce qu'encore une fois, j'avais été, extrêmement préservée, dans ma vie réelle d'avant et le bon côté par contre, c'est que ça m'a endurcie et je me rappelle que j'ai revu mon premier responsable d'animation, je l'ai revu à la fin de ma dernière saison et il m'a dit: «Je sais pas ce qui s'est passé Sophie, mais il s'est passé quelque chose, tu es beaucoup plus dure qu'avant». Alors quand il me l'a dit, c'était pas du tout positif, hein, mais c'était pour moi qu'il me l'a dit et effectivement, oui, j'ai pris tellement cher sur cette dernière saison et je commençais à faire tellement attention sur ce que je fais, ce que je dis, à qui je parle, que je me suis, complètement fermée et le côté un peu léger pétillant qui fait ma personne, et qui le faisait aussi à ce moment-là, il commençait à disparaître. Alors je l'ai retrouvé par la suite, mais ouais, ça a été dur et cette personne m'a détruite. J'en ai pleuré pendant un moment derrière. J'y ai réfléchi, j'ai refait le game dans ma tête et en fait, avec du recul, mais j'avais pas à faire tout ça parce qu'encore une fois, tant pis pour elle, elle pense ce qu'elle veut et moi je devrais m'en fiche. Mais ça m'a vraiment pourri ma saison, mais alors complètement et voilà. Donc ça, c'était vraiment le moins bon côté que j'ai trouvé sur les saisons. On va parler de petites anecdotes un peu rigolotes parce que j'aime pas finir sur du négatif à chaque fois, vous le savez et puis c'est quand même passé des choses un peu folles. Notamment, alors moi j'étais copine avec la responsable d'hébergement et donc de réception sur Balaruc et il y avait des choses folles parce qu'il faut savoir que les curistes, eux, ils reviennent tous les ans et du coup on retrouve les mêmes personnes et il y a des gens en fait, c'est assez fou, alors vous allez me dire: «C'est pas normal» mais moi ça me fait sourire. Il y a des gens, ils sont amoureux de cure, mais pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que tu as des couples dans la vraie vie, donc tu as Michel et René qui habitent à Metz. Il y a juste René qui va en cure et puis après tu as, Bastien et Gertrude qui sont à Toulouse et il y a juste Gertrude qui va en cure. Et en fait, René et Gertrude, ils se retrouvent tous les ans en cure et ils sont amoureux en cure. C'est-à-dire que c'est un vrai couple. Tout le monde les connaît parce que les gens, des fois ça fait, 15 ans qu'ils viennent. Donc ils se connaissent d'année en année et eux, c'est un couple qui est en cure depuis 15 ans. Mais, c'est pas un couple dans la vraie vie et je trouve ça assez fou. Alors on me dit: «Ouais, mais ils trompent, de leur côté». Alors oui, c'est vrai, ils trompent et c'est pas bien, mais je vous jure, ils sont tellement mignons, quand on les voit que c'est assez dingue. Il y a aussi des gens qui réservent des chambres et qui réservent 2 chambres parce qu'ils prennent la chambre pour la maîtresse. Ouais, ça existe et je vous jure que c'est vrai. Il y a des gens qui ont leur maîtresse dans la vraie vie et qui prennent leur maîtresse en cure aussi. Donc ils demandent la chambre en face ou, la chambre à côté pour qu'en termes de logistique, ce soit plus simple et ça, je trouve que c'est, complètement dingue. Après je vais, parler des papys et mamies et des enfants parce qu'ils ont des similitudes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de filtre. Arrivés, les enfants, on le sait, hein, de toute manière et les papys mamies, arrivés à un certain âge, je pense qu'on redevient des enfants et du coup, c'est pareil et j'ai 2 exemples pour ça qui sont quand même assez géniaux. Le club enfant à Chamonix, j'avais mon binôme qui était responsable du club enfant et des fois, quand il voulait fumer une clope ou juste prendre une petite pause, il me demandait d'y aller et moi, j'ai pas forcément la fibre avec les enfants, hein. Je pense que vous l'avez compris. Je suis pas très douée, en fait, je suis ultra maladroite et une fois, j'arrive et puis pareil, la veille, il y avait dû y avoir un spectacle assez sympa et il y a une petite fille qui dit: «Ah, il y a Sophie! Moi, je trouve que c'est la plus belle». Donc là, tu es contente, ton ego, il prend un petit peu et puis juste après, tu as une autre gamine qui dit: «Oh oui, elle est belle, hein, mais elle a un gros nez». Et après, d'un coup, tu as un effet de groupe qui se fait avec 30 gosses et les 30 gosses disent: «Ah oui, c'est vrai qu'elle a un gros nez, Sophie, hein». Puis ils commencent à débattre entre eux de mon nez alors que je suis juste devant eux. Et là, tu te dis: «Bon, il faut avoir un peu de second degré, il faut savoir rire de soi, sinon tu sors et tu pleures». Mais je me rappelle de ça et j'avais trouvé ça, j'avais eu un fou rire en me disant: «Putain, mais c'est incroyable».
Et exactement la même chose s'est produite, à Ramatuelle, mais ce coup-ci avec des petits vieux. J'étais avec ma fameuse, responsable et on parle avec des papis-mamies et puis d'un coup, ils commencent à parler entre eux, mais pareil, on est genre à 40 centimètres de leur tête, quoi. Et puis il y a une nana, enfin une dame, elle dit à sa copine: «Oh la petite blonde, je l'aime bien. Elle me fait beaucoup rire, elle est rigolote, elle est mignonnette et tout». Et sa copine, elle lui répond: «Ah oui, mais elle a pas un nez à trier les lentilles». Et là pareil pareil, on part en fou rire avec ma responsable, on se regarde, on se dit: «Mais ils ont conscience qu'ils sont devant nous ou pas?» Enfin je sais pas. Les gens sont fous. Et j'avais aussi, un papy à Ballaruc-les-Bains qui était en fauteuil roulant. Alors je sais plus s'il avait ses 2 jambes ou pas, je crois qu'il avait une jambe, il devait avoir un moignon sur une des jambes, mais qui était très gentil, hein, mais qui sentait, un petit peu le pipi. Et j'ai souvenir d'une soirée où on avait fait une entrée restaurant. En fait, on faisait vraiment des choses jolies, c'est-à-dire que moi, j'étais déguisée en poupée. On avait fait un maquillage pour que quand je ferme les yeux, on a l'impression que j'ai les yeux ouverts. Il y avait de la musique un peu, comme une boîte à musique, en fait, et j'avais derrière moi un collègue, qui levait des baguettes et en fait, moi, je suivais les mouvements et ça faisait comme, voilà, comme, si j'étais un pantin. Et donc pendant, 3/4 d'heure que ça passe, j'ai les yeux fermés. Sauf qu'on reconnaît les gens quand ils parlent à force et cetera. Et donc ce monsieur passe quelqu'un le pousse en chaise roulante et je l'entends dire: «Ah là là Sophie, si j'avais 20 ans de moins». Et là j'ai ouvert les yeux, j'ai dit: «Non, non, si tu avais 50 ans de moins éventuellement et encore, mais 20 ans je suis pas d'accord, quoi». Mais voilà, les gens sont, en fait, les gens, quand c'est les papis-mamies, ils ont l'impression qu'on est leurs petits-enfants. Eux, ils restent pendant 3 semaines. Pareil, il y a du lien qui se crée. Les gens nous racontent leur vie et cetera. Il y a vraiment des belles choses quand même qui se font et du coup, ils n'ont aucun tabou avec nous. Moi, j'ai souvenir pareil d'une dame qui court vers moi avec un rouleau de PQ dans la main me disant: «Oh mon Dieu, Sophie, j'ai la diarrhée, comment je fais?» Mais alors déjà, pourquoi tu me dis ça? Et deuxièmement, comment tu fais? Bah, je sais pas, va aux toilettes, quoi. «Mais j'ai un pantalon blanc». Enfin voilà, des choses improbables. Après moins rigolo, j'ai eu des décès sur les villages vacances. Bah oui, ça arrive dans la vraie vie, donc ça arrive aussi en vacances, notamment à Ballaruc où voilà, on est sur des petits vieux qui restent 3 semaines. Bah, il y a des gens qui se réveillent pas, voilà. Et j'ai eu aussi, des blessés graves. J'ai un enfant qui a fait un arrêt cardiaque dans la piscine et ça, je peux vous dire que c'était impressionnant. Surtout qu'à Ramatuelle, la piscine, donne sur le restaurant et que tout le monde était à table parce qu'on était entre midi et 2. Et on a vu le gamin, littéralement tomber dans l'eau. Alors la chance qu'il a eue, c'est qu'en fait, il a eu l'arrêt cardiaque avant de tomber, donc il n'a pas respiré dans l'eau, donc il n'a pas respiré d'eau. Hem Et en fait, il a été pris en charge et ils ont décelé en fait qu'il avait un problème cardiaque. Et donc après, les vacances se sont arrêtées, il a été, rapatrié sur Paris, à un hôpital pour enfants pour, voir ce qu'il pouvait faire. Et j'ai eu une dame aussi, alors ça, c'était assez horrible. Une dame âgée, en fait, je sais pas comment elle a fait, mais elle s'est coincée la peau d'un mollet, dans dans la l'échelle qui descend dans la piscine. Et en fait, la peau, en fait, elle est descendue et la peau s'est arrachée. En fait, c'est comme si elle avait une fermeture éclair tout le long du mollet et toute la peau s'est arrachée comme ça et le mollet était vraiment, tout ouvert. Et ce qui est fou, c'est que les pompiers, forcément, on les appelle. Alors, à Ramatuelle, c'est une catastrophe parce qu'il y a pas 40 000 routes Ramatuelle-Saint-Tropez, donc les pompiers mettent énormément de temps à venir, c'est compliqué pour ça. Et moi, pour qu'ils passent dans le village vacances, qui était un village sans voiture, il fallait que j'ouvre, un grand portail et qu'ils passent par le terrain de pétanque. Je vous jure que c'est vrai, je me suis pris la tête avec des gens qui jouaient à la pétanque parce que je leur disais: «Attention, il faut se pousser, il y a les pompiers qui vont passer, on a un problème». Les gens ne voulaient pas arrêter leur partie de pétanque. Tu es en train de leur dire: il y a un môme qui est en train de crever ou il y a une dame qui est en train de se vider de son sang à la piscine. Ah bah non! Ah bah non, mais on finit la partie. Mais connard, à quel moment tu finis la partie, quoi? Enfin bref, ça c'est encore une fois, l'être humain dans toute sa splendeur. Je sais que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais là j'ai du mal à voir la nuance. Voilà, on va arrêter ce podcast là-dessus. Je suis, mon Dieu, déjà à 39 minutes, pardon. J'espère que ça vous a plu. J'invite tout le monde à faire de l'animation. Enfin, tout le monde. Je sais qu'une fois qu'on est installé, qu'on a une vie des enfants, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais si jamais j'ai des jeunes qui m'écoutent, allez-y. On apprend plein de choses sur nous, sur les autres. Sauf si vous avez des petites addictions, n'y allez pas forcément, ça va pas vous aider dans le bon sens. Mais sinon, c'est vraiment, moi j'en garde, vraiment plein, plein de bons. C'est sûr que s'il y avait des choses à refaire, je changerais quelques petites choses. Mais dans l'idée, j'ai adoré et ça a vraiment été une chance de faire ça pour moi.
Je me suis vraiment épanouie dans ce métier-là. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.